Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons la frontière effrayante entre la familiarité humaine et l'instinct animal, d'une paisible prairie anglaise qui s'est transformée en un lieu mortel à une ferme sud-africaine où la confiance en soi est devenue fatale. Mais d'abord, commençons à Tulsa, où un jeune éleveur a été encorné par le taureau qu'il avait lui-même élevé et aimé. C'était le 23 août 2018. Dans la chaleur poussiéreuse des Tulsa State Fairgrounds, où l'odeur du foin et du bétail flottait lourdement dans l'air d'août, se tenait fièrement le jeune Miguel Riva, âgé de 17 ans, à côté de son taureau charolais primé. L'animal massif ivoire, pesant près de 860 kg, avait été le projet de Miguel pendant des mois. Il l'a appelé Titus. Miguel provenait de 3 générations d'éleveurs de bovins. Bien que son père ait abandonné l'exploitation il y a des années pour travailler dans le bâtiment, Miguel poursuivait la tradition familiale avec fierté. Ce qui avait commencé par des tâches simples, nettoyer l'étable et transporter le fourrage, s'était transformé en une véritable passion. À 16 ans, il menait déjà des taureaux, pas des animaux de rodéo capricieux, mais des taureaux de reproduction appréciés pour leur corpulence et leur tempérament. Ses amis et enseignants le décrivaient bien souvent comme extrêmement concentré, parfois trop. Lorsque quelque chose lui tenait à cœur, Miguel n'hésitait pas. Qu'il s'agisse d'une serrure récalcitrante ou d'un animal pris de panique, il avait la manie d'intervenir immédiatement sans évaluer complètement le danger. Sa mère disait un jour qu'il avait une vision en tunnel avec un complexe de héros, une tendance à se concentrer sur le problème immédiatement devant lui et à ignorer tout le reste. Cet élan lui avait valu du respect sur le ring, mais le rendait aussi imprudent au mauvais moment. Titus était un superbe spécimen, un taureau charolais à la large poitrine avec un cou puissant et des yeux apparemment doux. Miguel avait passé d'innombrables heures à l'habituer au licol, à le promener avant le lever du soleil et à brosser son pelage jusqu'à ce qu'il brille comme un os poli. Le lien entre eux semblait incassable. Le 23 août 2018, Miguel amena Titus avec une confiance assurée aux halls d'exposition. Il installa les taureaux dans un enclos provisoire en aluminium sous une rangée de haut-parleurs utilisés pour les annonces. La matinée passa avec des préparatifs routiniers, lavage, soins et discussions avec d'autres éleveurs. Mais quelque chose n'allait pas, Titus se déplaçait nerveusement. Ses muscles tressaillaient sous le pelage court. Miguel devait tirer fortement sur le licou pour le faire regarder devant lui. Un juge fit remarquer à quel point le taureau semblait calme malgré sa taille. Miguel acquiesça, mais au fond de lui, quelque chose ne semblait pas correct. Les oreilles de Titus frémissaient nerveusement à chaque bruit. Sa queue fouettait plus vite que d'habitude. Miguel le caressa pour le calmer, massant son cou, mais Titus ne réagissait plus comme avant. Puis vint le bruit qui allait tout changer, un son strident et perçant provenant du système de haut-parleurs au-dessus d'eux. Un Larsen dû à un microphone mal branché traversa le chapiteau de l'exposition comme une sirène et déchira le brouhaha déjà bruyant de l'environnement. La foule se figea. La plupart des animaux aussi, mais pas Titus. Les taureaux, en particulier ceux de la race charolais, sont connus pour leur taille, leur force et leur vitesse surprenante lorsqu'ils sont effrayés. Bien qu'ils soient choisis pour les spectacles en raison de leur tempérament docile, les taureaux charolais peuvent peser entre 820 et 1100 kg et possèdent de la force musculaire pour causer des dégâts catastrophiques en quelques secondes. Un taureau effrayé peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h et a une distance de fuite remarquablement faible. Cela signifie qu'il peut réagir avec violence à des bruits soudains ou à des menaces à proximité immédiate. Dans le cas de Miguel, le retour de haute fréquence a agi comme un déclencheur. Il a instantanément fait passer le taureau de calme à paniquer, et la légère grille n'a offert aucune résistance sérieuse. Le taureau s'est mis à se débattre violemment, les yeux écarquillés, les naseaux dilatés. Tout son corps semblait se tendre en une fraction de seconde comme un ressort tiré à fond. D'un seul coup violent, les barres en aluminium de la grille se plièrent comme du papier d'aluminium. La construction s'effondra avec un fracas assourdissant et Titus s'élança dans le couloir ouvert. Miguel ne réfléchit pas. Il agissait, c'était le même instinct
qu'il suivait depuis son enfance. Résoudre le problème, arrêter le danger, prendre le contrôle. C'était lui qui avait calmé Titus le printemps dernier lorsqu'une tempête approchait. Celui qui a tenu bon quand le taureau a paniqué au bruit d'une tondeuse à gazon. Dans sa tête, c'était juste un autre moment où Titus avait besoin de lui. Et derrière l'instinct se cachait la culpabilité. Miguel l'avait formé, choisi cet endroit, l'avait lié à ce grillage fragile. Si Titus faisait du mal à quelqu'un, ce serait sa responsabilité. Il croyait vraiment que sa présence pourrait empêcher cela. Alors que la foule criait et se dispersait, que les parents tiraient leurs enfants derrière les remorques et que les propriétaires d'animaux se jetaient derrière les barrières, Miguel s'avança dans l'allée, directement sur le chemin du taureau. Son cœur battait fort, mais ses mains restaient calmes. Il appela doucement « Titus », comme chaque matin avant de nourrir. Sa voix traversa le chaos, il leva les bras, non par peur, mais comme un signal auquel le taureau avait déjà réagi des centaines de fois. Mais Titus ne voyait aucun dresseur d'animaux, il n'entendait aucune voix familière. Il vit du mouvement, il vit une silhouette et son corps était encore piégé dans le mode panique. Le taureau chargea, il parcourut la distance en quelques secondes, des sabots martelèrent le sol en béton. Miguel n'eut guère le temps de réagir. Titus le percuta à pleine vitesse, le soulevant du sol avec la force d'un train de marchandises. Le corps de Miguel tourna dans les airs et s'écrasa avec un craquement dégoûtant sur le béton. Il ne bougeait plus. Des cris haletants traversèrent la foule. Mais ce n'était pas encore fini. Titus se retourna, les yeux sauvages de peur, et enfonça sa corne dans le flanc de Miguel. La corne déchira son ventre, soulevant son corps comme du papier en l'air. Un deuxième coup suivit, encore plus intense que le premier, et projeta Miguel sur le côté, tandis que les sabots du taureau frôlaient dangereusement sa tête. Des cris comme « Arrière !» et « Amenez les grilles !» résonnaient dans la salle d'exposition, tandis que les éleveurs parvenaient enfin à diriger Titus vers une remorque fermée en utilisant des seaux de nourriture et des panneaux d'acier comme boucliers. Les secouristes arrivèrent en quelques minutes et bien que Miguel fût à peine en vie, ils travaillèrent rapidement pour maintenir son cœur battant. Dans l'ambulance, ils appuyaient fortement sur la plaie de son ventre, lui administraient des fluides et faisaient tout pour arrêter l'hémorragie. À l'hôpital, les médecins l'ont immédiatement amené en salle d'opération. Sa cavité abdominale était pleine de sang et ils ont découvert une artère principale déchirée ainsi que des blessures au foie et à la rate. Il avait déjà perdu presque la moitié de son sang. L'équipe d'opération a effectué des transfusions sanguines immédiates et a tenté désespérément d'arrêter l'hémorragie. Mais sa tension artérielle continuait de baisser. Puis, un liquide a commencé à s'accumuler autour de son cœur, ce qui rendait le pompage difficile. Une condition que les médecins appellent tamponnade péricardique. Ils ont ouvert sa cage thoracique pour soulager la pression, mais les blessures étaient tout simplement trop graves. Moins de 45 minutes après son arrivée à l'hôpital, le cœur de Miguel a cessé de battre. Les médecins ont tout essayé, massage cardiaque, choc électrique, mais il n'était plus sauvable. Dans les jours qui suivirent, une profonde tristesse traversa la communauté des éleveurs de Tulsa. L'étable de Miguel s'est transformée en un mémorial silencieux, décoré de fleurs, de rubans et de messages écrits à la main. D'autres participants ont laissé des licoles et des boucles de ceinture en signe de respect. Le comité de la foire a lancé un examen approfondi et de nouvelles règles de sécurité ont été rapidement mises en place. Des grillages en acier renforcé sont devenus obligatoires pour le bétail et les clôtures en aluminium ont été interdites pour les animaux pesant plus de 680 kg. Les responsables ont parlé de son ardeur au travail, de sa force tranquille en tant que leader et de son dévouement envers les animaux. Certains disaient qu'il était mort en faisant ce qu'il aimait. D'autres murmuraient qu'aucun adolescent ne devrait jamais être aussi près d'un taureau. Sa mort a entraîné de véritables changements. Des réglementations ont été réécrites, les consignes de sécurité étendues, les structures reconstruites en tenant compte des risques. Mais pour ceux qui étaient là ce jour-là, pour les parents qui ont tiré leurs enfants en arrière, pour les éleveurs qui ont entendu le haut-parleur grincer avant que le chaos n'éclate, c'est plus qu'une simple question de réglementation. Car le danger ne se manifeste pas toujours. Parfois, il attend en silence, patiemment, jusqu'au moment où il attaque. De la confiance mortelle d'un jeune éleveur sous le soleil de Tulsa, nous passons maintenant de l'autre côté de l'océan, à une ferme anglaise silencieuse
ou un lien de toute une vie avec un bélier obstiné se termine par une attaque brutale. C'était le 14 octobre 2020 dans les douces collines du Devon en Angleterre. Jack Collins, âgé de 72 ans, vivait sa vie dans le rythme tranquille de l'habitude. La petite ferme, nichée entre deux pâturages en pente, était tout son univers. Un endroit où il avait élevé son bétail de manière traditionnelle, avec travail manuel et cœur. Cela commença comme chaque autre jour. Jack se leva tôt, mit la bouilloire sur la cuisinière et enfila ses bottes en caoutchouc usé avant de sortir dans le froid matinal. La ferme avait autrefois résonné des voix de sa femme et de ses 3 fils, mais le temps avait rétréci son monde. Ses enfants ont été partis vivre en ville, sa femme était décédée il y a 5 hivers, mais Jack était resté. Non par solitude, mais par habitude. Jack était un homme de détermination silencieuse, façonné par des décennies de lever de soleil sur les pâturages et le doux bruissement des moutons à la première lueur du jour. Stoïque et respectueux des traditions, il s'en tenait aux anciennes méthodes, non par entêtement, mais par révérence. Il nourrissait ses animaux à la main, réparait les clôtures avec des doigts tannés par le temps et tenait ses registres dans une reliure en cuir, longtemps après que les applications numériques se soient devenues la norme. Il était doux avec son troupeau, surtout avec les animaux orphelins ou blessés, et leur parlait souvent à voix basse, comme s'ils pouvaient le comprendre. Depuis la mort de Mary, ce sont les animaux qui ont rempli le silence, et bien que ses fils s'inquiétaient qu'il puisse être trop isolé, Jack ne se sentait pas seul. Les routines lui donnaient un sens. La terre lui apportait la paix. Pour les étrangers, il pouvait simplement sembler être un fermier vieillissant, caché dans les plis de la campagne anglaise. Mais pour ceux qui le connaissaient, Jack était un homme qui ne faisait pas simplement travailler la terre, il en faisait partie. Parmi les animaux de Jack se trouvait un bélier croisé, Suffolk particulier, plus grand que les autres, avec un pelage gris hérissé et des cornes incurvées en forme de point d'interrogation. Jack avait élevé ce bélier à la main après que sa mère soit morte en donnant naissance. Il l'avait nourri au biberon pendant des nuits de tempête et l'avait même laissé entrer chez lui lors des orages qui effrayaient le troupeau. L'animal avait toujours été têtu. Il testait les clôtures et se mettait en travers des autres moutons. Mais Jack n'en avait jamais eu peur. Il traitait l'animal plutôt comme un chien têtu que comme du bétail et lui parlait souvent, comme s'il comprenait chaque mot. Pourtant, ces dernières semaines, quelque chose avait changé. Le bélier commença à courir vers lui pendant le nourrissage, non pas de manière ludique, mais avec la tête baissée et les pattes rigides. Il s'arrêta juste devant Jack, souffla et gratta le sol avec ses sabots. Jack l'attribua au comportement d'imposition saisonnier, sachant bien que les béliers deviennent agités en automne pendant la période du rut. Les béliers Suffolk sont des animaux impressionnants. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 135 kg avec une musculature du cou puissante conçue pour les coups de tête pendant la période de reproduction. Leurs crânes sont épais et les cornes représentent une arme supplémentaire lorsqu'ils se sentent menacés ou défiés. Malgré des générations de domestication, les béliers conservent encore des instincts sauvages. Pendant la période de reproduction, ils peuvent devenir agressifs envers tout ce qui envahit leur territoire, y compris des personnes qu'ils connaissent bien. Il est conseillé aux agriculteurs de ne jamais tourner le dos aux moutons mâles, car on sait que les béliers peuvent attaquer sans avertissement. Ce qui peut sembler être un comportement animalier inoffensif peut rapidement se terminer de façon mortelle lorsqu'un animal de 135 kg frappe de toute sa force une colonne vertébrale humaine ou un crâne. Ce matin d'octobre fatidique, Jack suivait sa routine habituelle. Le givre venait à peine de se retirer de l'herbe quand il ouvrit la barrière et pénétra dans le pâturage, balançant calmement le seau de nourriture à la main. Les moutons le reconnurent immédiatement, bêlant et se pressant autour de ses bottes, tandis qu'il dispersait le grain le long de la mangeoire. Ce que Jack ne remarqua pas, c'était le bélier qui l'observait depuis le bord de la pâture, la tête baissée, les sabots raides dans le sol froid. Dans un élan soudain, il se précipita. Le premier choc fut rapide et bas, frappant Jack à la cuisse et le déséquilibrant. Le seau lui échappa des mains alors qu'il heurtait durement le sol. Étourdi, il tenta de se rouler sur le côté, mais le bélier le contourna et frappa à nouveau, ciblant plus haut cette fois. Un craquement écœurant résonna sur le champ lorsque la corne atteignit les côtes. Jack gémit et se tourna vers la porte en bois, mais son corps était lent. Le bélier attaquait sans cesse sa lancée intacte.
Chaque coup projetait Jack plus loin de la mangeoire et plus profondément dans la boue. Ses bras s'agitaient pour se défendre, mais l'animal n'arrêtait pas. Ses instincts couvraient tout souvenir de jours plus doux. L'attaque a duré plusieurs minutes. Lorsqu'il finit, Jack gisait effondré près de l'abreuvoir, immobile. Un voisin, qui passa plus tard ce matin-là pour emprunter un outil, découvrit la silhouette immobile depuis l'allée et appela immédiatement les services d'urgence. C'était trop tard. Jack avait plusieurs côtes cassées, un poumon perforé et des traumatismes crâniens. L'ancien système de surveillance de la ferme, installé près de la grange pour dissuader les renards, avait enregistré l'attaque en images muettes et granuleuses. Les enquêteurs qui ont examiné les images ont confirmé que Jack n'avait jamais levé la main contre l'animal. Le bélier avait simplement attaqué, encore et encore, jusqu'à ce que son instinct soit apaisé. Les enregistrements ont été rendus publics pendant une courte période avant d'être retirés à la demande de la famille. Pas cependant avant qu'ils déclenchent une alarme dans le monde agricole. Les chercheurs en comportement ont rappelé au public que domestiquer ne signifie pas apprivoiser et que le lien entre l'homme et l'animal, aussi fort soit-il, a ses limites. Lors des funérailles de Jack, ses fils se tenaient sous le ciel gris du Devon et regardèrent le champ même où leur père était mort. Certains dans la communauté ont appelé cela un accident tragique. D'autres murmuraient que Jack avait reconnu les signes et avait décidé de les ignorer. Mais dans une ferme, le silence semble parfois plus sûr que le changement. Les chants silencieux de Devon portent encore le choc de l'attaque brutale du bélier. Un animal familier qui en un instant s'est transformé en tueur. Et pourtant, cette violence pâlit en comparaison de ce qui s'est passé ensuite dans la nature sauvage de l'Afrique. Un coup d'un éclair d'une autruche a montré que même la gardienne la plus expérimentée n'est pas en sécurité. C'était le 27 novembre 2022, un jour qui pour Marlène Luna, 64 ans, sur sa ferme isolée d'animaux exotiques, a commencé comme n'importe quel autre. Mais dans la chaleur brûlante de la province sud-africaine du Vrystaat, où le soleil brûle impitoyablement la terre et où les acacias ne projettent que de minces ombres sur le paysage, elle prit une décision fatidique qui devait tout lui coûter. Dès l'enfance, Marlène se sentait plus à l'aise parmi les animaux que parmi les gens. En tant que fille timide sur une ferme d'agrumes près de Nelspruit, elle avait des difficultés avec les clans dans la cour d'école et les salles bondées. Mais elle pouvait passer des heures à suivre des pintades à travers les broussailles ou à soigner les blessures d'un jeune chacal blessé derrière la remise. Sa mère, enseignante, s'inquiétait qu'elle soit trop douce pour ce monde, tandis que son père lui mettait simplement un seau de nourriture dans la main et disait « Les animaux ne mentent pas ». Cette croyance a marqué sa vie. Dans la vingtaine, elle s'est tournée vers les vaches laitières, non pour le lait, mais pour leur calme lent et réfléchi. Dans la quarantaine, après avoir élevé 2 enfants et s'être installée sur les terres de son défunt mari dans l'état libre, sa fascination était devenue quelque chose de plus profond. Elle a commencé à recueillir des animaux que la plupart des gens évitaient, des antilopes timides, des émeus méfiants, un trio de capybaras au tempérament vif, autrefois sauvés d'un zoo en faillite. Elle aimait le défi de ne pas les apprivoiser, mais de gagner leur confiance. Quand son mari est mort il y a 5 ans, elle n'a pas vendu le terrain. Au lieu de cela, elle l'a agrandi. Elle a transformé l'ancienne étable à chèvres en abri pour autruches et a renforcé les enclos sur toute la propriété. La ferme était son héritage, sa solitude, le sens de sa vie. Les jours passés dans des heures décolorées par le soleil, pleines de plans d'alimentation et d'entretien, pendant qu'elle observait ses oiseaux. Comment ils arpentaient les pâturages poussiéreux avec un rythme préhistorique. Parmi son troupeau, il y avait un mâle qui se distinguait particulièrement. Un spécimen massif, presque 2,75 mètres de haut, avec un plumage noir de jais et un cou qui se colorait d'un rouge profond pendant la période de reproduction. Marlène l'avait élevé depuis son plus jeune âge, l'avait nourri au biberon et dressé à la main. Elle croyait que cette familiarité la protégerait. Mais les autruches ne sont pas des animaux de compagnie. Ce sont les plus grands oiseaux de la Terre. Les mâles adultes pèsent plus de 135 kg et peuvent atteindre jusqu'à 2,75 mètres de haut. Bien qu'ils ne puissent pas voler, les autruches sont conçues pour la vitesse et la puissance.
Elles peuvent sprinter à plus de 65 km/h et parcourir jusqu'à 5 mètres en un seul pas. Leurs longues jambes musclées ne sont pas seulement conçues pour courir, mais servent aussi d'armes mortelles. Chaque pied se termine par 2 orteils tranchants. L'un d'eux est nettement plus grand, épais et en forme de griffe. Ce doigt massif peut éventrer de grands prédateurs d'un seul coup bien placé ou briser des os humains. À l'état sauvage, les autruches sont connues pour repousser même les lions et dans les fermes ou en captivité. Elles ont causé de graves blessures et même des décès lorsqu'elles sont effrayées ou menacées. Bien qu'ils soient souvent associés à un comportement pacifique dans les zoos ou les ranchs, les autruches sont extrêmement territoriales et peuvent devenir agressives et combatives, surtout pendant la saison des amours ou lorsqu'elles protègent leurs petits. Le mois de novembre a marqué le sommet de la saison de reproduction, période pendant laquelle les mâles deviennent particulièrement territoriaux. Normalement, Marlène portait une protection thoracique lorsqu'elle entrait dans l'enclos de reproduction. Mais ce n'était pas la première fois qu'elle renonçait à l'équipement pour une tâche rapide. Elle l'avait déjà fait auparavant. Remplir l'eau, lancer de la nourriture, réparer une serrure cassée, toujours prudemment, toujours avec de la chance. Ce matin-là, cela ne semblait pas différent. Elle attrapa un seau en métal et entra dans l'enclos sans son équipement de protection, en pensant qu'elle serait de retour dehors après quelques minutes. Alors qu'elle se penchait pour réparer une valve fissurée à l'abreuvoir, le énorme mâle autruche se tenait immobile derrière elle et l'observait. Lorsqu'une des poules gloussa doucement dans le coin, cela déclencha quelque chose dans le cerveau primitif du mâle. L'attaque est venue sans avertissement. L'autruche s'était élancée en avant, comblant la distance en quelques secondes. Marlène eut à peine le temps de se retourner avant que le premier coup ne frappe son épaule et ne la projette dans la poussière. Avant qu'elle puisse se relever, l'oiseau s'était déjà redressé et avait frappé sa poitrine de sa puissante patte. Des os se brisèrent sous l'impact. Désespérée, Marlène se roula pour protéger sa tête. Mais l'autruche était inflexible. Il frappait, se retirait, chargeait à nouveau, cette fois avec les 2 jambes. Un coup atteignit juste en dessous de sa cage thoracique. La griffe trancha avec une précision dévastatrice son abdomen. Ses cris ne furent jamais plus qu'un murmure, tandis que la poussière recouvrait sa bouche et que le soleil brûlait impitoyablement du ciel. Les autres autruches se dispersèrent, sentant la frénésie, tandis que le mâle tournait autour de son corps inerte, sifflait et gonflait son plumage. Ce n'est qu'aux environs de midi, environ 3 heures après l'attaque, qu'un ouvrier agricole arriva avec une livraison de nourriture. Il trouva la porte ouverte, le seau d'eau renversé et Marlène allongée sur le ventre dans l'enclos. Sa chemise était déchirée, la terre sous elle profondément et horriblement brunie. Après quelques minutes, les secours furent appelés, mais elle fut déclarée morte sur les lieux de l'accident. L'autopsie a révélé de nombreuses fractures, des côtes, une clavicule, un sternum ainsi qu'un poumon comprimé et des hémorragies internes sévères. Une blessure unique, causée par la griffe de l'autruche, avait perforé son foie. Les caméras de sécurité de la ferme ont confirmé l'attaque et sa cause. L'autruche a été euthanasiée 2 jours plus tard, tandis que les autorités soulignaient le besoin croissant d'améliorer les protocoles de sécurité dans les fermes d'animaux exotiques. Elle était expérimentée, elle connaissait les risques. C'est précisément cela qui rendit la tragédie si bouleversante, la rapidité avec laquelle une routine quotidienne devint une catastrophe. Ses fils l'enterrèrent sur le terrain à l'ombre du jacaranda sous lequel elle buvait son café du matin. Ses bottes préférées restèrent près de la porte de la grange, les lacets encore couverts par la poussière du Free State. Alors que son sang s'infiltrait dans la poussière sud-africaine, de l'autre côté de l'océan, dans une étable à vaches laitières en Californie, un autre gardien expérimenté allait bientôt apprendre à ses dépens que même la vache la plus douce peut devenir une machine mortelle lorsque la peur prend le dessus. C'était le 12 janvier 2022. Aux premières heures du matin, l'appareil Valley Dairy, dans le comté de Fresno, en Californie, est devenu le théâtre d'une terrible tragédie d'accident de travail. Ce qui a commencé pour Raúl Ortega comme une matinée de routine dans l'une des plus grandes exploitations laitières de la région s'est terminé par un accident effrayant. Raúl n'était pas un novice dans l'élevage laitier. À l'âge de 28 ans,
Il avait passé plus d'une décennie à maîtriser l'interaction délicate entre l'homme et l'animal dans l'agriculture industrielle. En tant que fils d'ouvriers agricoles de Bakersfield, Raoul s'était mérité le respect par son travail acharné et sa capacité à résoudre les problèmes. Bien qu'il ne fût pas officiellement un gérant, c'était lui qui formait les nouveaux et qui manœuvrait les machines complexes qui maintenaient l'exploitation en activité. La Paraiso Valley Dairy abritait presque 1800 vaches Holstein. Chacune passait chaque jour par le système de traite rotatif dans une routine précisément chorégraphiée. Raoul comprenait le langage subtil de ces animaux massifs, comment se déplacer parmi eux sans déclencher d'alarme, comment anticiper leurs mouvements et comment maintenir l'atmosphère calme essentielle à la production laitière. À 4h38 du matin, Raoul se tenait dans la zone d'attente et dirigeait le premier groupe de 40 vaches en position pour la traite matinale. L'air était froid et imprégné de l'odeur familière de foin et de fumier. Les lampes fluorescentes projetaient des ombres dures sur le sol en béton, tandis que les énormes Holstein, noirs et blancs, avançaient lentement. Ce qui s'est passé ensuite allait tout changer. Une pompe à vide récemment installée, que Raoul avait signalée seulement quelques jours auparavant pour des bruits aigus imprévisibles, a soudainement émis un cri mécanique perçant. Ce n'était pas une montée lente ou un gémissement avertisseur. C'était un cri métallique aigu, comme des dents d'acier se frottant l'une contre l'autre à grande vitesse. Le bruit traversa l'immense étable, résonna contre les parois métalliques ondulées et s'amplifia en un son qui ressemblait à une machine explosant. Pour les oreilles humaines, c'était insupportable, mais pour l'ouïe hypersensible des vaches, c'était une attaque acoustique. L'effet fut immédiat et catastrophique. Les vaches laitières, Holstein, semblent peut-être calmes, mais ce ne sont pas de petits animaux. Pesant entre 540 et 680 kg, elles deviennent dangereuses en cas de panique, surtout dans des espaces restreints. Leurs yeux largement espacés leur permettent presque une vue panoramique, mais au détriment de la perception de la profondeur, les rendant sujettes à des mouvements réflexes soudains lorsqu'elles sont effrayées. En combinaison avec leur fort instinct grégaire, même quelques vaches effrayées peuvent déclencher une réaction en chaîne de chaos. Dans un couloir étroit ou une salle de traite, un troupeau effrayé ne se disperse pas. Elle s'élance en avant. Quand ces animaux commencent à courir, leur élan est difficile à arrêter. Les virages serrés et les portes en acier d'une étable deviennent des dangers au lieu de limitations. Et quiconque se trouve sur leur chemin, peu importe son expérience, lutte soudain contre des milliers de livres, de muscles et de confusion. La première rangée de vaches a chargé en avant. L'une glissa sur le béton mouillé et s'écrasa de côté contre la barrière métallique. Cela a déclenché une réaction en chaîne, alors que 3 douzaines d'animaux effrayés éclataient en arrière et sur les côtés, formant une masse chaotique de sabots frappants et de corps massifs. Raoul, pris au milieu de la zone d'attente, n'avait aucune échappatoire. Il a essayé d'atteindre une porte latérale, mais l'espace était trop étroit et les animaux trop sauvages. Alors qu'il était coincé à côté d'un mangeoire, une vache le heurta par derrière et le jeta au sol en béton. Ce qui suivit fut une terrible séquence. Un sabot écrasa sa cuisse, un autre frappa ses côtes et ensuite le poids entier d'une vache paniquée s'abattit sur son corps. La conscience de Raoul vacillait alors que les sabots continuaient à le frapper. Le bruit écœurant des os qui se brisent se mêlait aux cris persistants de la pompe défectueuse. Lorsque des collègues ont finalement pu arrêter le système et évacuer la zone d'attente, Raoul avait subi des blessures catastrophiques. Une jambe broyée, des côtes fracturées et des hémorragies internes sévères. Les ambulanciers sont arrivés peu après et ont travaillé fiévreusement pendant 27 minutes, administrant 4 unités de plasma sanguin, procédant à une décompression thoracique d'urgence et tentant 3 réanimations. Cependant, les blessures internes dévastatrices avaient déjà causé des dommages irréversibles à ses organes vitaux. Malgré les efforts des secouristes, Raúl Ortega a été déclaré mort sur les lieux de l'accident. Son corps était irrémédiablement brisé. L'enquête a confirmé ce que beaucoup avaient déjà supposé. La pompe à vide défectueuse que Raoul avait lui-même signalée a été le déclencheur de la bousculade mortelle.
Les autorités ont lancé une inspection complète et ont fermé l'installation pour 1 an pour rénovation après avoir constaté d'autres conditions défectueuses. L'accident à la Paraiso Valley Dairy est un sombre avertissement. Travailler avec des animaux massifs dans des espaces restreints peut devenir mortel en quelques secondes. Même les travailleurs expérimentés n'ont aucune chance lorsque la technologie échoue et que les vaches, pesant 1 tonne, paniquent. Aujourd'hui, les travailleurs des étables laitières de la Central Valley en Californie se déplacent différemment, plus vigilants, plus prudents. Ils savent que même la vache la plus calme peut devenir dangereuse si elle prend peur. Une porte cassée, un bruit soudain et les mêmes animaux qu'ils traient chaque jour peuvent devenir des forces incontrôlables. C'est un rappel que, peu importe à quel point la routine est familière, un seul moment d'inattention peut tout changer. Alors que les échos des Holstein fuyant en Californie s'estompaient, les plaines du Montana allaient bientôt être témoins d'une autre vérité brutale, où un éleveur isolé et un bison agité se tenaient prêts pour une collision de chair et de colère. C'était le 17 février 2023, sous le vaste ciel du Montana, lorsqu'une tragédie s'est déroulée, nous rappelant à tous la force brute et impitoyable de la nature. Le vent traçait des lignes sèches sur les plaines orientales, tandis qu'Henry Kyle Morgan, âgé de 62 ans, ranché depuis toujours, serrait ses gants de cuir usés et se préparait pour son dernier matin au ranch de Grey Ridge. Pour Henry, élever des bisons n'était pas seulement un emploi. C'était une vocation qui s'étendait sur plusieurs générations. Son arrière-grand-père avait travaillé sur le même terrain avant la période du Dust Bowl, et Henry avait repris le ranch après l'AVC de son père à la fin des années 1980. Là où d'autres voyaient un danger, Henry voyait du noble. Là où d'autres utilisèrent des machines et des équipes, Henry préférait travailler seul. Juste un homme et ses animaux en accord silencieux. Chacun de ces animaux avait un nom, bien qu'il les prononce rarement à haute voix. Il connaissait leur comportement, leurs humeurs, leurs limites. Le plus grand d'entre eux, un taureau reproducteur de 6 ans pesant près de 900 kg, était devenu particulièrement difficile ces derniers mois, plus agressif, moins prévisible. Pourtant, la confiance de Henry ne vacillait jamais. Le printemps à la Grey Ridge Ranch apportait les défis habituels. La boue dégelante, les réparations de clôture et le changement semestriel des taureaux de reproduction. Ce lundi matin, des ouvriers installaient des portes hydrauliques dans le parc oriental, ce qui signifiait une agitation inhabituelle pour les animaux qui préféraient le calme et la routine. Henry n'aimait pas utiliser des camions pour le transport. Il préférait conduire les taureaux lui-même le long du vieux corridor de clôture, leur offrant de l'espace et une route claire. Cela avait déjà fonctionné des dizaines de fois. Le taureau, identifié en interne comme B17, piétinait nerveusement depuis l'aube. Le bruit des travaux le rendait nerveux. Lorsque Henry entra dans l'enclos ce matin-là, avec la radio à sa ceinture, il remarqua les oreilles qui tressautaient et le souffle profond. Néanmoins, il continue à avancer. Un portail en acier usé grinça en s'ouvrant. Le taureau souffla bruyamment. Les sabots craquaient sur le sol gelé. Un bison adulte peut atteindre des vitesses impressionnantes, allant jusqu'à 56 km/h. Une performance étonnante compte tenu de sa taille massive. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 1050 kg et de sa capacité à atteindre cette vitesse à partir de l'arrêt en seulement 6 secondes. Les bisons possèdent des coups musclés qui portent de leurs énormes têtes, qui fonctionnent comme des béliers. Ils les utilisent pendant la saison des amours, dans des compétitions de coups de tête pour établir leur dominance et aussi pour se défendre contre des prédateurs comme les loups, les ours ou les taureaux rivaux. Leur agressivité à l'état sauvage est rapide et résolue, souvent précédée par des signaux d'avertissement comme des grognements profonds et des queues levées. Ils peuvent sauter par-dessus des obstacles de 2 mètres de hauteur. Les bisons blessés ou provoqués n'hésitent pas à attaquer, comme le montre un incident au Yukon où un animal que l'on pensait abattu s'est soudainement relevé et a attaqué mortellement un chasseur avant de s'effondrer. Ces facteurs font des bisons non seulement des symboles de force brute et d'agilité, mais aussi un rappel clair des dangers qu'ils représentent lorsque leur espace est envahi ou sous-estimé. Ce qui a déclenché le moment suivant reste incertain.
Peut-être était-ce le bruit métallique soudain d'un outil tombé ou un morceau de tôle qui flottait au vent. Peut-être était-ce simplement un instinct primitif. Ce qui est certain, comme l'a confirmé plus tard la caméra à détection de mouvement dans l'enclos, c'est que le taureau s'est retourné en moins de 2 secondes avec une précision effrayante. Il s'était lancé et Henry s'est retourné trop tard. Le taureau l'a frappé en plein milieu de la poitrine, l'a soulevé du sol et l'a projeté contre le bois latéral de l'enclos. Un craquement de côte fracturée résonna contre le métal. Henry tomba, se tourna de manière peu naturelle, mais le taureau n'avait pas fini. 2 autres coups de la tête massive le poussèrent bien plus profondément dans la poussière et le foin. Tout était terminé en moins de 10 secondes. Les ouvriers du bâtiment n'entendirent pas l'attaque à cause du bruit de leur travail. Mais un stagiaire, qui voulait justement aller chercher une boîte à outils, découvrit le taureau quelques minutes après l'attaque mortelle près de la clôture tachée de sang. Il pensa d'abord que l'animal avait coincé quelque chose, peut-être un veau emprisonné ou une porte tombée. Mais en s'approchant, il s'est figé. La silhouette au sol n'était ni une ferraille ni un équipement, c'était Henry. Ses membres étaient immobiles, une botte à moitié retirée, sa chemise sombre de sang et de saleté. Le stagiaire laissa tomber la boîte à outils et s'enfuit, appelant à l'aide. Il courut vers l'équipe principale, attrapa la radio du contremaître et balbutia à travers l'appel d'urgence. Quelques instants plus tard, 2 hommes s'approchèrent prudemment du bord de l'enclos. L'un d'eux appela à plusieurs reprises le nom de Henry, mais il n'y avait aucun mouvement, aucun gémissement, aucun souffle. Le taureau les observait dans un silence inquiétant, marchant lentement et méthodiquement en cercle. Ses flancs lourds se soulevaient et s'abaissaient. Ses yeux étaient insondables. Ils n'osèrent pas entrer, passant tranquillisant. Les adjoints du shérif arrivèrent 30 minutes plus tard. Leur convoi remontait la route de gravier, tandis que l'équipe attendait dans un silence tendu. Entre-temps, le taureau s'était calmé, se tenant seul au centre de l'enclos, de nouveau paisible, comme si la violence avait été effacée. Les agents gardèrent leur distance, évaluèrent la scène avant de décider de sédater l'animal derrière la porte avec un pistolet tranquillisant. Il a fallu 2 tirs pour que le taureau vacille, baisse la tête et finalement tombe sur le côté avec un grognement étouffé. Ce n'est qu'alors que les forces d'intervention sont entrées dans l'enclos. Le corps d'Henry a été trouvé dans une dépression peu profonde près de la clôture est. Sa poitrine écrasée, le visage tourné vers l'horizon. Il a été déclaré mort sur place. Le taureau a été déplacé vers un pâturage isolé et sécurisé, loin du troupeau principal et des activités humaines, et surveillé de près pour détecter tout signe d'agression. Les experts du ranch ont supposé que l'attaque avait été déclenchée par le stress environnemental et non par la nature du taureau. La famille d'Henry et la communauté du ranch ont tenu une cérémonie commémorative privée sur le domaine de Grey Ridge pour honorer son dévouement de toute une vie à la terre et aux animaux. Ceux qui le connaissaient conservaient sa mémoire dans des histoires qu'il partageait au coin du feu et dans les moments de silence dans les champs qu'il aimait. Les bisons sont souvent idéalisés dans la culture américaine comme des symboles de liberté sauvage et de force ancestrale. Cependant, derrière ces nobles silhouettes se cache une violence brute que les humains ne peuvent jamais vraiment dompter. Merci d'avoir regardé. Si ces histoires vous ont marqué, il y a une autre vidéo qui vous captivera tout autant. Tout aussi effrayante, tout aussi inoubliable. On se voit là-bas.